messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Grincement dedans les commerçants sinistrés du marché Congo de Douala. Ils estiment avoir été lésés après la distribution de l'aide du chef de l'État, Paul Biya. Évaluée à 32 millions de francs CFA, cette somme a été partagée entre une centaine de commerçants. Certains bénéficiaires jugent insignifiant cet appui pour relancer leurs activités. Consternation et émoi à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un jeune garçon de 5 ans a été retrouvé mort dans un puits, mains et pieds ligotés. Son bourreau, un membre de la famille, qui a donc enlevé l'enfant pour extorquer d'énormes sommes d'argent à la famille. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le professeur Maurice Kamto et d'autres cadres de son parti, le MRC, pourront-ils bénéficier d'une remise en liberté provisoire? Du moins, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et d'autres militants seront donc fixés sur leur sort le 7 mars prochain, date de la prochaine audience devant le tribunal de grande instance du Foundi. Débuté hier à 11h30, les plaidoiries du habeas corpus se sont achevés autour de 22h30. Le compte rendu d'audience dans ce reportage de Gizogo et Emmanuel Job. Au bout d'une audience de plus de 10 heures d'horloge, Maurice Kamto et ses 6 autres co-accusés devront attendre pour savoir quel sort sera réservé à leur demande de remise en liberté dans le cadre d'une procédure en habeas corpus qu'ils ont introduit devant le tribunal de grande instance du Foundi. L'affaire vient d'être mise en délibéré pour le 7 mars prochain. Nous avons saisi le juge d'habeas corpus. C'est le juge qui doit ordonner la libération immédiate lorsque des personnes sont arrêtées de manière illégale, lorsque des personnes sont détenues de manière illégale ou lorsque les conditions de détention deviennent absolument arbitraires. Dans le cas qui concerne nos clients, nous estimons que les arrestations ont été faites totalement en marge des lois camerounaises, que leur garde à vue était arbitraire parce qu'elles aussi n'obéissaient pas au code de procédure pénale et que même leur mise en détention par le juge d'instruction, là aussi, était absolument illégale. Le juge militaire n'ayant aucune compétence pour juger les personnes civiles. C'est dans une atmosphère tendue, marquée notamment par une forte présence des policiers et des gendarmes anti-émeutes, que ce procès s'est ouvert. On a mis autour de ce palais de justice de Yaoundé aujourd'hui un dispositif policier et de gendarmerie absolument impressionnant. À partir de la pause centrale jusqu'à la primature, il y avait des policiers et des gendarmes armés et casqués partout. Il devait être au moins 2000. Donc dès lors qu'on a mis un tel dispositif, il est évident que la liberté des gens de circuler et de voir leur famille est parfaitement restreinte. C'est dommage, voyez-vous, on traite M. Kamto, Pendaï Koka et les autres comme pire, je vais dire pire que des Boko Haram. Ces tracasseries n'ont pas épargné les proches de Maurice Kamto qui ont parfois eu du mal à le rencontrer, à l'exception notable de son épouse et de Edith Kawala qui a pu rencontrer le leader du MRC. Finalement, nous avons réussi avec nos clients à démontrer que les personnes qui sont en prison sont en liberté. Tenez, M. N'Djamène est arrivé aujourd'hui avec une béquille, avec sa plaie encore ouverte et ses bandages. N'Djamène est en prison. Celui qui a tiré sur M. N'Djamène dort avec ses enfants et sa femme, il est en liberté. C'est ça ce procès. Et je pense que les Camerounais doivent savoir que ce n'est pas ceux qui sont blessés qui devaient être en prison, mais ceux qui les ont blessés avec les armes payées avec nos impôts, les tenues payées avec nos impôts, c'est ceux-là qui les ont mal utilisés qui devaient être en prison, pas N'Djamène et les autres. Maurice Kamto et les siens devront donc revenir le 7 mars prochain pour savoir le sort qui leur est réservé. Si je m'en tiens aux arguments de droit et de fait que nous avons présentés au juge, je ne pense pas qu'il n'y ait pas une décision en notre faveur. Mais voyez-vous, le juge est souverain et on attend tous le 7 mars pour voir ce qu'il dira.
l'espoir est entretenu du côté du MRC pour en finir avec cette situation qui est qualifiée d'inédite, à savoir l'incarcération du deuxième à l'élection présidentielle, ce qui ne s'est jamais vu depuis le retour au multipartisme au Cameroun en 1991. Depuis le tribunal de grande instance d'Umfundi à Yaoundé, Emmanuel Diop, Gizogo, pour Equinox Télévision. Et concernant le cas Maître Michel Ndoki, le MRC exige sa libération immédiate et sans condition. Le parti de Maurice Kamto condamne avec véhémence les traitements humiliants et dégradants qu'elle subit depuis sa plaidoirie au Conseil constitutionnel, tout en précisant que cette militante s'est toujours battue pour les droits des femmes. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun précise que l'affaire Michel Ndoki et les autres affaires de leurs militants viennent tout simplement ternir l'image du Cameroun. Et les violences faites aux femmes ont meublé une journée de réflexion entre femmes au sein des coordinations régionales du Social Democratic Front à Douala. C'était à l'occasion, en prélude donc à la Journée internationale des droits des femmes. Le reportage de Kediara. Les violences faites aux femmes sont en nette progression au Cameroun. Que ce soit au cours des viols sur mineurs et personnes adultes, les maltraitances conjugales ou encore dans le champ de la crise anglophone, la femme camerounaise demeure une proie facile pour ses bourreaux. Une réalité qui a inspiré les femmes du Social Democratic Front à l'organisation de leur journée de réflexion et d'échange en prélude à la journée de la femme. Nous avions appelé les femmes du SDF pour leur mettre dans la tête que la journée internationale de la femme n'est pas seulement porter le cabas ou aller boire et tomber même dans les rigoles, mais c'est pour réfléchir pour nos propres problèmes, les femmes. Pour cette activité jugée importante, le parti a mobilisé toutes les femmes de ses coordinations situées dans diverses régions du pays. Nous avions invité les coordinatrices des femmes à chaque structure qui vont maintenant relayer ce que nous venons de faire là au niveau de leur base. Une grande première pour ces dames qui, pour les célébrations antérieures, utilisaient une autre politique. Auparavant, nous on faisait les tables rondes avec d'autres femmes des autres partis politiques en ce qui concerne la journée internationale de la femme. Pendant la rencontre, une séance de travail de près de 20 minutes a été organisée avec des groupes créés afin de permettre aux femmes présentes de bien intégrer les notions véhiculées. Elles ont réfléchi notamment sur les actions à mener pour l'adhésion de plus de femmes au sein du SDF, sur les causes susceptibles de décourager le militantisme des femmes au sein du parti, ainsi que les actions à mener pour la mobilisation des fonds en faveur des femmes candidates. À la question de savoir si le SDF prendra finalement part au défilé du 8 mars, la réponse est sans appel. Nous avions l'instance supérieure du parti qui est le chairman John Fundi. Nous attendons son mot. Tant qu'il ne nous a pas encore donné son nom, nous ne pouvons pas prendre la parole et dire ce qu'il ne faut pas dire à sa place. Les activités de ce 1er mars sont organisées par Chantal Kambiwa, la coordinatrice nationale des femmes du Social Democratic Front. Dans le reste de l'actualité, plusieurs jours après l'incendie qui a ravagé une centaine de boutiques au marché Congo de Douala, les commerçants sinistrés ont reçu un soutien du chef de l'État, Paul Biya, évalué à 32 millions de francs CFA. La somme a été remise aux bénéficiaires par le ministre Paul Atangandi, qui est venu donc évaluer l'ampleur des dégâts. Mais des grincements de dents surgissent parmi les commerçants. D'aucuns estiment ce montant insignifiant pour pouvoir relancer les activités et d'autres par contre estiment avoir été lésés. Le reportage d'Innocent Abega, Gladys Sidi. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal, le temps de signaler également que près d'une centaine de sinistres se sont produits dans plusieurs entreprises en 2018 au Cameroun. Cette situation, qui cause d'importants dégâts matériels et des pertes financières énormes, est due au non-respect des mesures de sécurité et de protection de l'environnement prescrites par la réglementation en vigueur. Le reportage de Sylvestre Zangaou et Raphaël Seko. En 2018, 83 accidents et incidents majeurs ayant entraîné des pertes en vie humaine, des blessures graves, ainsi que des dégâts matériels et pertes financières se sont produits dans plusieurs entreprises au Cameroun. L'autre conséquence directe de ces drames, c'est la perte de plusieurs emplois. Ce rapport du Comité national des inspections
révèle également que pour s'assurer du respect des lois en vigueur en matière de sécurisation des entreprises et de protection de l'environnement, 9 234 inspections ont été effectuées. En visite à Garoua, dans la région du Nord, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a encouragé celles des entreprises qui fournissent des efforts pour être en règle et a interpellé les réfractaires à se mettre dans les rangs. L'industrie camerounaise doit de plus en plus se soucier des impératifs de protection de l'environnement. Le développement de notre pays qui se veut durable ne saurait mettre à côté les impératifs, les questions environnementales. Et nous voulons également, à travers ce thème qui est ouvert, qui a été choisi, ouvrir un large dialogue avec les partenaires de ce secteur pour ensemble arriver à un résultat qui soit bénéfique pour les uns et les autres. Gabriel Dodondoke reconnaît que dans le cadre de la campagne nationale des inspections conjointes des établissements classés sur l'ensemble du territoire national, les moyens identiques n'ont pas pu être déployés pour toutes les entreprises, d'où l'importance de la création d'un espace de mutualisation des efforts. Nous avons eu l'occasion de découvrir des entreprises assez organisées dans le cadre de la mise en place des mesures de sécurité et de protection de l'environnement. Il est bien vrai, les moyens mis en œuvre n'ont pas été les mêmes pour toutes les structures. Nous avons perçu un important besoin de mutualisation et nous pensons qu'à terme, nous devons arriver à un mécanisme, justement une plateforme de collaboration, de mutualisation et d'échange pour permettre aux uns et aux autres de se mettre à niveau. Plusieurs recommandations sont faites, notamment le renforcement des inspecteurs dans les délégations départementales et régionales, l'augmentation de la cagnotte allouée aux inspections et le renforcement des capacités du personnel technique. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, les travaux de construction des logements sociaux sont à la traîne. Le manque d'eau sur les différents sites et les retards dans le paiement plombent les travaux. À ce jour, le taux d'exécution se situe à 57%. Le constat a été fait au cours d'une visite effectuée par la ministre Célestine Ketcha-Cortez du développement urbain ainsi de l'habitat. Le reportage de l'Éclair Sakem. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, a visité pendant 2 jours les tronçons de voirie en cours de réalisation et de construction dans les villes de Banganté, Fourban, Bafoussam et Badjoun, dans la région de l'Ouest. Ces différents chantiers sont salués à juste titre par les riverains. Il y a 2 mois, on ne pouvait pas passer avec malade ici facilement. Mais de nos jours, ça passe bien. Je souhaite vraiment que ce travail continue dans toutes les rues. Vous voyez que le marché, ici c'est le marché B, que toutes les rues vraiment soient aussi isolées comme ça, pour que Bafoussam vraiment soit ordinaire. Et que d'ici l'année prochaine, qu'on ne parle plus de Bafoussam, qu'on ne parle plus de Bafoussam la belle de la bouche. À chaque étape de son périple ouestant, le patron de l'habitat au Cameroun invite les entrepreneurs à associer les populations bénéficiaires. La maman qui est là-bas, dans la maison entière, là, elle doit avoir un enfant qui n'a pas de maman. C'est votre responsabilité d'aller dire, ah, vous savez, sur le chantier, on prend les manœuvres. Vous, en partant d'ici, lorsqu'il y a les chutes, vous portez, vous versez devant la maison de cette maman-là, son fils qui travaille ici, avant de finir le chantier, les fonds de béton qu'il aura crépi la maison, qu'il aura payé, donner la ration à la maison. Si c'est une femme qui travaille sur le chantier comme vous, elle va encourager son mari, elle va soutenir son mari, elle va contribuer pour que le ménage se porte bien. C'est ça les grandes opportunités. Vous devez tout faire pour que tous ceux qui habitent à côté là, voilà des gens qui sont là, peut-être ils sont au champ. Vous leur dites pendant cette saison, gagner le chantier de travail ici. Elle a également visité les chantiers de construction des logements sociaux dont le taux d'exécution est de 57% pour une consommation de 105%. Les travaux sont plombés ici par le manque d'eau, la rareté des matériaux, le retard dans le paiement des travaux effectués. Every day people come and go because of salary, so we don't understand what is happening. So we want to send it to the minister that at least let them try to adjust the working system that the way we are working here because we don't really understand what is going on.
So if they can take this problem to the minister, let her try to understand and adjust the working situation, then it will be good for us. Donc vous voulez plus travailler. Vous avez trompé le ministre maintenant. La réunion du débriefing tenue dans les locaux de la commune de Pété-Badjoun, le ministre a invité les différentes entreprises à développer l'esprit citoyen. Accueillie en triomphe dans la région de l'Ouest, elle a été anoblie et élevée au rang de reine mère de la chefferie Foussep. On parle d'éducation à présent. L'enseignement catholique continue de dominer le secteur de l'éducation au Cameroun. Les collèges Jean Tabi, Vogue et Liberman classent posant la tête des palmarès des établissements scolaires que vient de publier l'Office du baccalauréat. Dans le classement des 1200 écoles, ce sont les lycées qui ferment la queue. Joël Essengue à Cyril. On prend les mêmes et on recommence au palmarès des établissements scolaires au Cameroun. L'enseignement confessionnel catholique domine encore et toujours le classement de l'Office du baccalauréat. Avec 100% de réussite aux examens d'enseignement général et technique professionnelle, le collège Jean Tabi de Yaoundé caracole en tête, suivi du collège Monseigneur François-Xavier Vogt, toujours de Yaoundé, 98,84% de réussite, et du collège Liberman de Douala, troisième avec un taux de réussite de 98,75% aux examens officiels. Si le collège Sonara de Limbe, malgré la situation précaire qui frise une année blanche dans la région du sud-ouest, est quatrième avec 96,67%, c'est un autre collège catholique, le collège Saint-Benoît de Yaoundé, qui ferme le quintet de tête grâce à un taux de réussite de 96,08%. Sur les 1201 établissements scolaires classés, le premier lycée arrive à la 12e position. Il s'agit du lycée technique professionnel agricole de Yabassi qui cumule 88,61% de taux de réussite. 17e au classement général avec 84,15%. Le lycée de Ndjeu à Fongo-Tongo dans la région de l'Ouest est le deuxième lycée au palmarès de l'Office du bac cette année, tandis que le lycée d'Apou, 82,47%, est troisième, mais 22e au classement général. Des établissements publics de grande renommée broient aussi du noir dans le classement. C'est le cas du lycée classique de Bafoussam, 46e avec 76,45%, du lycée général Leclerc de Yaoundé, 68,23%, 117e, du lycée bilingue des Sos, 62,43%, 204e, ou du Lipobo, lycée polyvalent de Bonabéry à Douala, 209e avec 62,30% de taux de réussite. Ce sont encore 3 lycées qui ferment le tableau, notamment le lycée de Koza, 1199e avec 9,3%, le lycée technique d'Hawaï, 1200e, 8,60% et le lycée technique de Bawang, 1201e et bon dernier, 8,57% de taux de réussite aux examens d'enseignement général et technique professionnelle. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord, Cameroun, où les membres des comités de vigilance de Kolofata sont en colère contre les pouvoirs publics pour les promesses non tenues. Afin de calmer la situation, le maire vient de procéder à la remise du matériel et de quoi se nourrir. Amadou Daïro, Flavien Valondongo. Des actions spectaculaires des membres du comité de vigilance à Kolofata. Nous sommes dans la région de l'extrême nord. Cette démonstration cache mal la souffrance qui anime les membres et les épouses des décédés. Las d'attendre le soutien des pouvoirs publics, le maire de Kolofata a décidé d'alléger leurs déboires en cette période de récolte. Vous avez eu à travailler de jour comme de nuit et nous avions estimé qu'il fallait vous accompagner avec des imperméables et des bottes, de lampes torches et autres, tout ce que nous avons pensé faire à l'époque. Et aujourd'hui, au moment où les gens récoltent leur mil, ce que vous peut-être que vous n'avez pas pu faire parce que vous étiez occupé à la sécurité, nous avons pensé que symboliquement, il fallait qu'on vous donne aussi ce mil-là en compensation, même si ça ne compense pas totalement ce que vous auriez pu avoir si vous cultiviez vous-même. Ces hommes âgés entre 20 et 40 ans, chargés d'assurer la sécurité dans les quartiers, aux côtés des forces de défense et de sécurité,
étaient en passe d'abandonner ce qu'ils ont volontairement choisi comme activité à cause des promesses non tenues des pouvoirs publics. Localement, il leur a été, malgré tout, conseillé de ne pas lâcher prise et de continuer à veiller au grand contre des éventuelles exactions de Boko Haram. Vous êtes vraiment à la une, vous êtes les éléments essentiels dans cette lutte contre le terrorisme, ici dans l'arrondissement de Kolofata. Vous devrez être vigilants, toujours vigilants, parce que la guerre reste toujours en cours. La cérémonie qui a drainé grand monde à l'esplanade de la mairie de Kolofata était l'occasion pour chaque membre du comité de vigilance de bénéficier du nouveau matériel de sécurité et de quoi se nourrir. On parle santé à présent. Des spécialistes et aspirants de la chirurgie orthopédique et traumatologique renforcent leur capacité à Yaoundé. C'est à la faveur du congrès du collège camerounais des chirurgiens de cette discipline qui se tient dans la capitale. Un accent est mis sur la traumatologie sportive à la faveur de la CAN que va abriter le Cameroun d'ici les prochaines années. Le reportage de Aïe Cyril Joali-Sengue. Médecins confirmés, chirurgiens orthopédistes et traumatologues, étudiants, internes résidents en spécialité, tous assis comme dans une salle de classe, posent des questions et reçoivent des explications. Le tout premier congrès du Collège camerounais des chirurgiens orthopédistes et traumatologues, Coca-Côte, bat son plein à Yaoundé. Il est toujours urgent, je dirais même il est de coutume, annuellement, d'organiser des rencontres de ce type à plusieurs titres. Le premier, c'est à titre informatif et le second, normalement, c'est à titre de formation continue. C'est des rencontres, on le dit, du donner et du recevoir, parce que l'on présente des situations pathologiques qui ont été vécues ou que nous vivons dans notre pratique quotidienne et nous émettons des perspectives par rapport à l'amélioration de la prise en charge de ces différentes pathologies. Les débats s'articulent autour du thème traumatologie sportive, mais il y a également des sous-ensembles, notamment la boiterie de l'enfant et le péril traumatique. Nous aurons également à parler du péril traumatique qui représente l'ensemble des accidents de la vie courante qui peuvent survenir, et notamment les accidents de la circulation, les accidents de travail et même les agressions. Nous allons parler également de la boiterie de l'enfant qui constitue l'une des révélations des pathologies de la période infantile. Nous parlerons également des aspects médico-légaux de la traumatologie. Vous savez que la survenue d'un traumatisme est une source de lésion qui plus tard pourra entraîner un préjudice. Le congrès met un point d'honneur sur les traumatismes contractés lors des activités physiques et sportives, une manière de coller à l'actualité. Le Cameroun abrite bientôt une édition de Coupe d'Afrique des Nations de football. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et toujours en santé, les malades et personnels soignants sont en danger au centre médical des Boumbeng. C'est à Konsamba dans le département du Mungo. Ce centre médical présente des conditions d'hygiène douteuses, la sécurité est inexistante, pas d'énergie électrique ou de toilettes pour se soulager. Face à ces conditions inacceptables, le personnel médical appelle les pouvoirs publics à pouvoir résoudre dans l'urgence cette situation. Cyril Djemba, Sylvestre Zangao. Cette plaque, solidement fixée, cache bien la réalité au centre médical des Boumbeng, dans la ville de Konsamba. Ce lieu où les malades vont recevoir des soins renferme toutes les conditions pour qu'ils soient davantage souffrants. Dans la cour du centre médical se trouve une poubelle qui pollue l'air que respirent les malades et entraîne des mouches. Des bêtes vont et viennent à cause de l'absence d'une clôture. On a d'abord le problème d'insécurité. L'hôpital est ouvert à tout le monde. Le plus souvent, on a même les malades mentaux qui viennent déranger le personnel ici. Bon, de deux, on n'a pas le plateau technique. On est obligé parfois de référer les malades. De trois, le manque de personnel. Ça, et n'eût été les efforts du médecin-chef. Franchement, c'est que le centre, ça ne vaut pas la peine. Le centre médical de Boumbeng n'a pas d'électricité.
Les malades sont hospitalisés dans des chambres sombres. Même le médecin-chef est dans le noir, dans son bureau. Le plateau technique est désuet. Aux conditions d'hygiène difficiles dans ce centre médical s'ajoutent des toilettes inopérationnelles. Les autorités compétentes sont interpellées par le personnel. Nous prions les autorités compétentes de bien vouloir s'associer aux médecins-chefs pour que l'hôpital puisse marcher. Et puis c'est le seul centre médical d'arrondissement dans l'arrondissement de Konsamba 1er. Il ne reste plus qu'à espérer que ce cri soit entendu. Et je vous le disais en titre, c'est une découverte macabre qui plonge la localité de Bekoko dans l'émoi et la consternation. Le corps sans vie du petit Lionel Alexis, 5 ans, a été retrouvé dans un puits d'environ 15 mètres. La main, pieds et bouche ligotées. Il était porté disparu depuis plus d'une semaine et l'annonce de sa disparition avait été donc diffusée sur les antennes d'Equinox Télévision. Après plusieurs jours de recherche, les éléments de la brigade de recherche numéro 3 a donc mis la main sur son bourreau qui n'est autre que son oncle. Celui-ci réclamait une somme de 600 000 francs CFA à la famille. Le reportage de Kediara Innocent Abega. Le petit Lionel Alexis, 5 ans, pétillant, plein de vie, ne retournera jamais plus chez sa grand-mère. Il a été retrouvé au fond d'un puits à Bekoko, dans l'arrondissement de Douala 4, ligoté tel un animal qu'on conduit à l'abattoir. Comment en est-il arrivé là? Eh bien, tout a commencé dimanche dernier. L'enfant a été kidnappé dimanche aux environs de 17h dans notre quartier à Ekomité vers Minkwele, à Fermankam. Donc l'enfant jouait dans le quartier à 2 pas de la maison et puis aux environs de 21h, on s'est rendu compte que l'enfant n'était pas rentré. Donc lundi matin, on a signalé aux autorités au 15e. Et le même lundi, nous étions à Equinox signalés. Et à partir de là, ils ont commencé à nous appeler et demander des rançons. La grand-mère du petit Lionel est celle qui reçoit les coups de fil. Au téléphone, une voix masquée. Le présumé ravisseur qui utilise l'argot demande 600 000 francs CFA. Il parlait un genre d'anglais que les bandits ont l'habitude d'utiliser et tout ça. On ne les comprenait même pas. Mais il faisait des efforts pour qu'on puisse suivre que l'enfant est entre ses mains. Malignes, elles vont demander à parler avec Lionel. En vain, le ravisseur, qui dit être à Boumniébel, leur fera comprendre que l'enfant est endormi. Mardi matin, la famille se rend au 15e. Le listing d'appel est récupéré. À l'opérateur de téléphonie mobile, le présumé ravisseur est identifié. Il s'agit d'un membre de la famille très engagé dans les recherches. Et même le soi-disant, celui qui a commis ce forfait était avec nous. Donc on a cherché cet enfant-là tous ensemble. Sachant là où il y a l'enfant, il ne nous a rien dit. Et je tiens à vous rappeler déjà que c'est ma copine, donc c'est son neveu qui l'a arrêté comme ça là. Cette fille et ce garçon sont cousins-cousines. Le dénommé Franck, 19 ans, dos au mur, après de nombreuses heures d'enquête, avouera. Nous on a eu l'information que le week-end passé, il a d'abord eu à kidnapper l'enfant. Il est allé quelque part dans un cimetière vers Fermankam là avec l'enfant. Les antigans sont mis, on l'a pris et puis après il s'est confessé. Il conduira les équipes de recherche sur le lieu de détention du petit Lionel, ou du moins ce qu'il en reste. Un site sur lequel la famille a ses plantations. Les sapeurs-pompiers réussiront à extirper la dépouille de Lionel du fond du puits et les examens effectués sur le corps donnent froid dans le dos. Alors, l'état du corps prouve effectivement que ce corps a été molesté avant d'être jeté à l'intérieur du puits. Et puis quand on constate, on voit que l'enfant aurait pu être étranglé parce que la langue est sortie. C'est ça l'état du corps. Dans la famille, c'est l'incompréhension totale. Le papa de Lionel n'en revient toujours pas. Il n'en croit pas ses yeux. Moi, je vais d'abord les écouter parce qu'il faut déjà que je sache même ce qui lui a poussé à commettre ce forfait. Quelles étaient ses motivations? Est-ce que c'était l'argent? Le présumé ravisseur a été conduit à la brigade de recherche numéro 3 de Bonabéry. Le corps de Lionel mis sous scellé à la demande du substitut du procureur. Suite à la découverte de ce corps sans vie qui suscite de l'émoi au sein de la population, une enquête a été ouverte. Elle sera conduite sereinement. Et le moment venu, vous serez informé des suites qui seront réservées
à toutes ces investigations. Les cas d'enlèvement d'enfants suivis de demandes de rançon sont légion au Cameroun et nombreux sont ceux qui, comme Lionel, n'ont pas la chance d'être retrouvés vivants par leurs parents qui auraient tout donné pour les serrer dans leurs bras une dernière fois. C'est avec cette histoire plutôt triste et même tragique que nous mettons donc un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous allons également parler dans cette partie d'Equinox Soir de cette découverte macabre, comme vous l'avez dit, cet enfant qui a été retrouvé dans un puits, peut-être, comme vous l'avez dit également, pour n'avoir pas... C'est-à-dire ses proches n'ont pas pu payer la somme de 600 000 francs. C'est bien cela? Exactement, c'est Jean Lanton. Voilà, nous allons aussi parler de ce classement de l'année scolaire 2017-2018, classement effectué par l'OBC, l'Office du baccalauréat du Cameroun, où, comme toujours, une fois de plus, les établissements confessionnels dament le pion aux établissements publics. Nadine Yambou, vendredi prochain, vous serez là? Exactement, Serge Alain Otto, 20h, top pile. Voilà, lorsqu'il sera 20h. Bonsoir à vous et bon week-end, Nadine Yambou. Merci, meilleur à vous, Serge Alain. Madame, Monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.